qu'il a lâché, les cheminots et les cheminotes et Jean-Pierre Farandou, on l'avait vu un peu plus, courageux, on va dire, au mois d'avril ou au mois de mai quand il avait failli se faire lourder, par Bruno Le Maire. Parce qu'il parlait par exemple du financement du ferroviaire, il avait alerté, à l'époque, c'était je crois qu'il était au Sénat, il avait alerté les sénateurs et les sénatrices sur, attention, urgence dans le ferroviaire, il va falloir faire des choix politiques sur la politique des transports et c'est ce que nous on met avec notre préavis de grève unitaire. Ça veut dire qu'on cause du financement du ferroviaire, nous on l'assume à la Fédération Sudrail et on le dit haut et fort, notre grève elle est pour l'intérêt général. Donc aujourd'hui, on va prendre un peu le temps de parler des mouvements à suivre, des mouvements sociaux à suivre à la SNCF. Mais juste avant, on va peut-être un peu plus causer d'un des sujets qui, je crois, pousse à ce mouvement social, qui est la question de la liquidation du fret ferroviaire à la SNCF, qui intervient, je crois, enfin qui est prévu, je crois, pour le 1er janvier 2025. Donc ce sera séparé en deux entreprises. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point là-dessus et en quoi ça craint, quoi? Ouais. En quoi ça craint? Bon, la liquidation de Fret SNCF au 1er janvier 2025. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire une liquidation de Fret SNCF? Ça veut dire que, l'État, les pouvoirs publics, n'auront plus d'outils de transport, n'auront plus d'entreprises publiques pour, s'occuper du transport de marchandises. Ça veut sauf dans le ferroviaire. Fret SNCF, c'est l'activité au sein du groupe public, SNCF qui s'occupe donc du transport de marchandises et évidemment, dans le cadre d'une crise, climatique, d'une urgence écologique, on a besoin d'un outil de transport qui permet une bifurcation écologique qui passera par un report modal de la route vers le rail. Donc c'est ça qui est en train de se jouer au 1er janvier 2025. Néanmoins, 2 choses, cette liquidation de Fret SNCF s'intègre dans ce qu'on appelle, la privatisation de la SNCF ou la vente à la découpe de la SNCF. Ça veut dire qu'on a le sujet de Fret SNCF et on peut-être qu'on enfin, on y reviendra et Oui. j'irai un peu plus loin, mais en parallèle, il faut aussi voir ce qui se passe du côté des TER, des trains du quotidien, des trains de proximité, où là, on a aussi, une ouverture à la concurrence, avec, ce qu'on appelle, des lots, en fait. On a une ouverture à la concurrence qui se fait en allotissement. Ça veut dire que dans des régions, il y a des lots, il y a des secteurs, qui sont soumis à des appels d'offres et donc on a des cheminots et des cheminotes qui vont être transférés dans des sociétés privées et ou des filiales de droit privé SNCF et là, les échéances, c'est le 15 décembre, 2024, donc dans quelques semaines. Donc on a voilà, c'est 2 exemples concrets de vente à la découpe de la SNCF. Pourquoi? Et je reviendrai après sur le sujet du fret. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un processus alors qui date pas d'aujourd'hui, mais qui s'accélère où on arrive, qui se renforce, c'est évidemment de rentabiliser au maximum l'outil de transport qui était l'entreprise publique SNCF et l'adapter de plus que jamais au système capitaliste. Donc à la fois on privatise, à la fois on transfère et on transfère, des salariés dans des entreprises ou dans des filiales privées. Donc c'est ça qui est en train de se jouer et évidemment, cette politique-là, cette stratégie de l'entreprise et du gouvernement ne répond pas à la fois donc aux enjeux écologiques et climatiques par rapport au fret, mais ne répond pas au sujet de service public, au sujet d'aménagement du territoire, du côté, on va dire des voyageurs et du côté, du service public, ferroviaire. Donc c'est-à-dire que enfin sur cette privatisation, en fait, comment dire, la raison qui est mise en avant, c'est par rapport à quoi? Parce que je sais qu'on a entendu le PDG de la SNCF, les ministres des Transports successifs, parler du fait que ce serait une simple réponse aux demandes de l'Europe sur le droit à la concurrence. Est-ce que c'est la seule raison? Alors, bon, pourquoi on en est là? C'est parce qu'on a eu une enquête qui a été ouverte donc par la Commission européenne de la concurrence en considérant qu'il y aurait des aides potentiellement illégales, de l'État ou, enfin oui, de l'État, donc de la Mhm. SNCF puisqu'on est à 100 capitaux publics. Donc ça, on parle du 18 janvier 2023. 18 janvier 2023, vous vous rappelez sûrement, il y a un jour après, on lance la mobilisation sur les retraites Oui. et donc on a un retour au mois d'avril, au mois de mai où on va dire où, bon, le rapport de force dans le pays
où le mouvement des retraites a malheureusement été affaibli. Et là, on a le ministre des Transports, Clément Beaune à l'actuel, qui nous convoque et qui nous dit, bon, bah voilà, il y a cette plainte et moi, je ne vais pas aller défendre Fret SNCF au niveau de la Commission européenne. Je considère qu'on a perdu, donc je vais imposer à la SNCF ce qu'on appelle un plan de discontinuité. Et dans le plan de discontinuité, il y a plusieurs étapes. Et donc, l'avant-dernière étape, c'est la liquidation de Fret SNCF qui est en jeu. Mais avant ça, donc on a eu 10% de nos collègues à Fret SNCF, 10% d'emplois qui ont été supprimés. Ça représente environ 500 cheminots et cheminotes. On a ce qu'on appelle des trafics dédiés, des flux dédiés. C'est des trafics, des gros trafics, hein, c'est ceux qui ramènent le plus de business, comme parlent les patrons, qui ont dû être mis sur la table de la concurrence. Donc, on l'a donné aux concurrents. Ça, c'est déjà des étapes qui ont été faites en 2023. Et là, la dernière chose, c'est donc 2024, liquidation, 1er janvier, liquidation de Fret SNCF. Et quelque chose qui n'est pas anodin, ouverture au capital de la branche rail logistique qui fait partie du groupe SNCF, et donc ouverture à capital sûrement à des sociétés privées. Donc ça revient à ce que je vous disais, toujours aller plus loin, toujours aller dans ce système capitaliste. Et donc, ce qui nous dit aujourd'hui, on considère même que c'est entre guillemets une aubaine pour le gouvernement et la direction SNCF, entre guillemets, cette plainte qui a été ouverte à la Commission européenne pour continuer à privatiser un outil de transport. Donc on a une lâcheté politique qui a eu lieu, hein. Ça veut dire que le gouvernement et les ministres des transports successifs, Beaune, Vergrit, et là aujourd'hui c'est dur au vrai, Mhm. ont lâché complètement Fret SNCF par rapport à la Commission européenne. Et on sait bien que dans ce genre de truc, les lobbying jouent en fait, les rapports force jouent, et qu'on peut aller sur des dossiers et qu'on peut aller «défendre» entre guillemets, la cause Fret SNCF. Je dis ça parce que les Allemands, par exemple, l'ont fait, où le sujet de Fret SNCF n'est pas anodin en fait. Toutes les entreprises ferroviaires en Europe ont des aides publiques. Donc la sujet le entre guillemets, la situation de Fret SNCF n'est évidemment pas, anodine, on va dire, en Europe concernant les aides, dans le ferroviaire. Mais et plus largement que ça, enfin là, il y a Chichong sur le chat qui dit on a bien vu ce que ça donnait ce droit à la concurrence avec l'électricité. C'est vrai que ça pose une. Enfin, c'est assez fou quand même de se dire que, alors qu'on nous parle de réindustrialisation, de relocalisation un petit peu, genre le fret ferroviaire qui est vraiment un outil essentiel aussi dans toute cette dynamique-là, avec en plus des enjeux de transition écologique, comme on dit. C'est fou qu'il n'y ait pas eu enfin, pardon de le dire comme ça, mais c'est fou qu'il n'y ait pas eu ne serait-ce que défense, quoi. Clément Beaune qui vous dit directement bah du coup moi c'est bon, pour moi c'est mort, c'est signé, voilà, tant pis, on va mettre ça à la concurrence. C'est quand même bizarre. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle un scandale écologique, en fait, un scandale même d'État. C'est évidemment, alors c'est fou, mais en plus de ça, on cause, c'est aujourd'hui, c'est même un caractère vital, en fait. Moi, je prends l'exemple, on est même sur un sujet de santé. Il y a, je sais pas si il y a un endroit qui s'appelle la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve, c'est vers le tunnel en Haute-Savoie, hein, Chamonix, où il y a beaucoup de camions, qui passent, par exemple, et où on sait que, par exemple, dans des écoles maternelles, les enfants qui ont un taux d'asthme plus important, est plus important que la moyenne nationale. Enfin, on a un sujet de santé, un sujet de sécurité quand on cause, de fret ferroviaire, parce que évidemment, l'un des enjeux, c'est de réduire les gaz à effet de serre, et la seule solution, parce que le secteur des transports est le secteur qui produit le plus de gaz à effet de serre, évidemment, il faut s'attaquer à ça, et on ne pourra pas s'attaquer, on ne pourra pas, atteindre les objectifs, ou au moins essayer de contrôler ce qui est possible aujourd'hui dans cette crise, climatique, si le ferroviaire ne devient pas incontournable. Et c'est pas en voulant toujours donc donner à la main, des intérêts financiers, en fait, des capitalistes, parce que c'est juste ça, un outil de transport, pour, entre guillemets, «répondre à ces enjeux, pardon, écologiques et sociaux». Donc oui, c'est un scandale. Nous, ça nous met évidemment en colère, donc sur l'aspect écologique et puis sur l'aspect social. Parce que mes collègues de Fret SNCF, en 15 ans, c'est 63% des effectifs qui ont été supprimés. On a aussi un carnage social, ça veut dire que c'est l'une des entreprises, qui a connu le plus de restructuration, de suppression d'emplois en France. Évidemment, nous, ils veulent nous faire culpabiliser parce qu'on est le groupe SNCF, donc il y a une possibilité,
on va dire, de reclassement qui est un peu plus facile que, par exemple, les collègues de Michelin ou dans d'autres secteurs. Mais quand tu es cheminot ou cheminote et que tu as bossé 30 ans à Fret SNCF et qu'on te dit que ton poste est supprimé, alors que tu sais que tu sers à quelque chose en fait. Tu sais que tu as un métier qui est pour l'intérêt général et qu'on te dit: «Non, il va falloir que tu changes de boulot au bout de 30 ans», la dureté est présente également. Mais oui, c'est un petit peu à ça aussi que je voulais dire sur la question des emplois, en fait. Tu en as un peu parlé déjà. Mais parce que au-delà de ce qui se passe avec le fret, ce qui se passe avec la SNCF en général, il y a aussi eu tout un enjeu il y a quelques années avec la question du statut des cheminots et des cheminotes. J'avais lu une interview, du coup, je pense que tu l'as lu aussi. J'avais lu l'interview du PDG de la SNCF. Alors, j'ai plus son nom parce qu'il change un peu tout le temps aussi. Euh, du PDG de la SNCF dans la tribune dimanche qui disait qu'il n'y aurait pas de licenciement. Alors, j'ai plus les termes exacts, j'essaie de les retrouver. Mais il Oui, mais disait c'est ça, qu'il n'y aurait pas de c'est ça. licenciement et qu'il y aurait des reclassements. Enfin, c'est crédible pour toi Oui, cette c'est ça. annonce ou... Alors, c'est crédible, oui, il y aura pas de licenciement, le sujet du statut, par exemple, permet, de pas, avoir de licenciement économique et c'est plutôt bien, quand on est d'un métier de voilà, c'est la construction du statut cheminot qui fait qu'on ne peut pas licencier économiquement ou licencier pour faute grave. Ce qui permet, par exemple, aux cheminots, aux cheminotes, si on compare avec le secteur des urbains, quand il y a un problème de sécurité, ben, on ose l'ouvrir, en fait et on ose dire: «Oui, là, il y a un souci donc mon train, il part pas». Je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a pas le patron qui a la pression du licenciement pour faire fermer la gueule, aux salariés. Donc oui, il n'y a pas de licenciement économique ou de licenciement, mais par contre, je reprends l'exemple, et je l'ai dit volontairement parce que c'est Farandou qui l'a sorti dimanche et c'est un cynisme total. C'est que, ok, il n'y a pas de licenciement, sauf que je répète, on a des collègues qui ont fait leur carrière pendant 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire des collègues qui ont fait leur carrière pendant 30 ans? Au fret, on est soit conducteur ou conductrice de train. Ça veut dire que conduire un train fret, c'est pas pareil qu'un train TER. Ça veut dire que le rythme de travail n'est pas le même. On travaille plus la nuit. Enfin, le boulot n'est pas le même. Et même, on a des collègues qu'on appelle sédentaires. Ça veut dire qu'ils sont dans des triages. Des triages, c'est où il y a plein de voies et où on organise, on trie les trains. Et là, quand tu as été pendant 30 ans sur un triage avec une organisation, avec un collectif de travail, et qu'on t'explique parce que il y a un scandale, parce que voilà, la procédure est totalement ignoble, et qu'il faut que tu changes de carrière, heu, je pense qu'il faut pas voilà, ils veulent comparer les patrons entre un licenciement ou un reclassement au bout de 3 ans. Moi, je compare pas, je dis on est sûr qu'il y a une souffrance extrême, des cheminots et des cheminotes qui sont concernés aujourd'hui à Fret SNCF. C'est pour ça qu'on parle de carnage social. Et du coup, justement, tu parles Donc juste, je reprends parce que j'avais oublié son nom. Tu parlais de Farandou. Du coup, c'est Jean-Pierre Farandou qui est le PDG de la SNCF, pour les gens qui écoutent. Cette souffrance des cheminots, aujourd'hui, elle se traduit comment? Bah, elle se traduit déjà par, alors à la fois de la colère et puis à la fois de la résignation, en fait. C'est de se dire: «Mais c'est pas possible» et on ne peut pas, malgré, ce que peut nous raconter, Kasbarian et tout son gouvernement, les travailleurs et les travailleuses quand ils voilà, et quand ils vont au travail, en fait, ils veulent pas être dans la résignation, en fait. Ils veulent essayer, d'avoir des bonnes conditions de travail, avoir un peu d'avenir social là-dedans, voilà, donner, et là-dessus, on a des collègues qui sont, à la fois en colère et à la fois dans un désarroi, une fatalité, et ça, ce mélange, c'est un mélange explosif en termes de souffrance au travail. Nous, on l'a alerté, il y a eu une enquête parlementaire à l'Assemblée nationale qui a eu lieu en automne 2023. On l'avait dit: «Alerte, nous, on veut pas refaire un syndrome France Télécom», en fait. Ça veut dire une vague de pétage de plomb et de suicide parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Hem, Moi, je dis il y a aucune restructuration qui est justifiée. Mais là, on est dans le comment dire? Dans l'extrême de l'absurdité. C'est même pire que ça, en fait. Et en plus de ça, ce sont des salariés, et j'insiste là-dessus, qui ont connu tous les 2 ans des plans de réorganisation, de restructuration, en fait. On leur a dit, parce qu'il y a toujours eu des ambitions de, ouvrir, entre guillemets, d'augmenter la part de fret ferroviaire, en France parce que voilà, faire le greenwashing, gouvernemental, et chaque année, on a eu des plans en disant: «Bon, voilà, on va faire des gains de productivité, mais c'est pour relancer l'activité», et chaque fois, on les a emmenés dans un truc: «Non, non, mais vous inquiétez pas, il faut faire des efforts, mais c'est pour relancer l'activité».
Ça date depuis 15 ans et le bout du bout de ces 15 ans et c'est quand même les mêmes cheminots et cheminotes qui ont connu toute cette é enfin, cette évolution, on peut pas parler d'évolution, mais cette dégradation. On leur dit au bout du coup: «Bon, bah, voilà, ta boîte, Fret SNCF, c'est fini». Et concrètement, par exemple, fret SNCF, le mot SNCF ne peut même pas être dans les noms des futures entreprises. Ça veut dire l'attachement que tu peux avoir à cette entreprise publique, eh ben, c'est fini. Pour l'anecdote, Jean-Pierre Farandou, qui a eu un sinistre très important ce week-end, tu l'as souligné dans la tribune, bah, de la tribune du dimanche. Mm. Hem, enfin, ils se vantent d'avoir été à la SNCF depuis 1980. Jean-Pierre Farandou, il a eu la «chance» entre guillemets d'avoir une entreprise unifiée pour faire carrière en fait, d'aller au fret, d'aller au TER, d'avoir ce qu'on appelle ses parcours professionnels, cet ascenseur social. Bon, bah, en fait, celui qui critique aujourd'hui, il a bénéficié de cette unicité que nous, on est en train de défendre actuellement. Donc que vous êtes en train de défendre et que lui ne défend pas du tout en fait parce il lâche aussi un peu l'outil qu'il est censé défendre. Tu parlais du fret et tu parlais tout à l'heure aussi un petit peu du TER par exemple. Sur le TER, cette ouverture à la concurrence, elle se manifeste comment? Eh ben, elle se manifeste, alors on parle de TER, de Transilien et d'Intercité. Ouais. Ça veut dire Intercité, c'est bon, celles et ceux qui connaissent pas, c'est les trains qui font interrégionaux. Mhm. Par exemple, il y a des Paris-Clermont ou on peut avoir des Paris, Toulouse. TER et Transilien, Transilien, c'est l'Île-de-France et donc là, on est sur un modèle, ce qu'on appelle, une ouverture à la concurrence en allotissement, donc ça veut dire en lot. On peut comparer ça, par exemple, au secteur urbain, hein. Ça veut dire on a, donc dans l'urbain, on va dire que c'est des agglomérations qui jouent, des fois c'est des lignes. Bon, bah, nous, la direction avec les autorités organisatrices qui sont les conseils régionaux, ils sont mis d'accord pour découper, découper par lot et donc on a des appels d'offres. Par exemple, le lot, on a 3 lots là qui vont être transférés. C'est à l'Étoile de Nice, donc sur la région de PACA, donc là, c'est un peu autour de Nice. Mhm. Ça, c'est un premier lot et donc concrètement, on a des collègues qui vont être transférés au 15 décembre dans une filiale de droit privé SNCF et on a en Pays de Loire, vers Nantes et on a à l'Étoile d'Amiens. Ça concerne environ 1 500 collègues, cheminots et cheminotes, qui sont transférés donc dans des entreprises privées ou dans des filiales. Un peu plus tard dans l'année, on va avoir des premiers collègues qui vont être transférés à Transdev, qui est le concurrent. Et là, le transfert, l'ouverture à la concurrence, en fait, le but, c'est pas d'améliorer la vie des gens, en fait, c'est pas d'améliorer le quotidien des gens, de répondre aux services publics, c'est juste de continuer à renforcer le dumping social dans ce secteur. Parce que le but des transferts, entre guillemets, sur les droits sociaux, la réglementation du travail, la rémunération, et bien, en gros, on repart pratiquement d'une feuille blanche, en fait. Ça veut dire qu'il faut tout renégocier en termes de droits sociaux, en fait, pour les travailleurs et les travailleuses du rail. Oui, parce que du coup, ce serait la fin totale de ce qui reste du statut de cheminot, quoi. Il y aurait plus du tout les mêmes conditions Alors de oui, travail. alors parce qu'en plus le statut, faut savoir ce qu'il y a derrière. En fait, derrière le statut, on a beaucoup d'accords d'entreprise. Enfin, on a beaucoup, on a comme dans toutes des boîtes, des accords d'entreprise, de la réglementation du travail qui a été créée avec l'histoire de la SNCF, en fait. Alors il y a eu des luttes, mais il y a aussi, par exemple, quand il y a eu des fortes catastrophes ferroviaires, il faut savoir que, ben, la direction de l'entreprise de l'époque et les organisations syndicales ont mis, par exemple, des taquets, ce qu'on appelle dans la réglementation du travail, pour, préserver les sujets de sécurité, les sujets d'organisation de la production. Donc tout ce qui a été construit pendant des années, bon, bah, voilà, les autorités organisatrices et la direction de l'entreprise veut remettre en cause et veut tout pour installer un dumping social, continuer à faire des gains de productivité, sur le sujet du ferroviaire. C'est leur seul objectif. Donc par rapport à tout ça, du coup, il y a eu un appel à la grève. Alors, il y a un appel à la grève illimité à partir du 11 décembre, mais il y a une première grève le 21 novembre. Alors, j'imagine que c'est un peu peut-être pour tester vos forces aussi. C'est un appel intersyndical avec la CGT, l'UNSA, donc Sudrail et la CFDT. Aujourd'hui, par rapport à cet appel à la grève, c'est quoi déjà les retours que vous avez? C'est quoi vos revendications? Alors, j'ai vu du coup toujours dans la tribune Jean-Pierre Farandou qui parle de grève évitable. Qu'est-ce qu'il a fait pour éviter cette grève? Alors pour l'instant rien et il a plutôt mis de l'huile sur le feu, avec sa tribune, de dimanche. Puisque Interview, ouais. puisqu'il a puisqu'il ouais, puis interview, puisqu'il a lâché, les cheminots et les cheminotes et Jean-Pierre Farandou, on l'avait vu un peu plus,
courageux, on va dire, au mois d'avril ou au mois de mai, quand il avait failli se faire lourder par Bruno Le Maire. Parce qu'il parlait, par exemple, du financement du ferroviaire. Il avait alerté, à l'époque, je crois qu'il était au Sénat, il avait alerté les sénateurs et les sénatrices sur attention, urgence dans le ferroviaire, il va falloir faire des choix politiques sur la politique des transports. Et c'est ce que nous, on met avec notre préavis de grève unitaire. Ça veut dire qu'on cause du financement du ferroviaire. Nous, on l'assume à la Fédération Sudrail et on le dit haut et fort, notre grève, elle est pour l'intérêt général. Enfin, notre mobilisation, elle est pour l'intérêt général et c'est une grève écologiste. Et évidemment, c'est une grève aussi pour défendre, et ça, entre guillemets, les conditions sociales des travailleurs et des travailleuses. Donc, pour l'instant, il n'a rien fait. Là, je le dis pour être en toute sincérité. Donc le 21, la mobilisation, elle va être importante, mais on a des cheminots, des cheminotes qui sont en attente en fait. Il va pas falloir, enfin, il va pas. L'ultimatum, il est à la fois. Alors tu as utilisé le terme de pour voir un peu nos forces. Et puis surtout, bon bah voilà, de dire à la direction, bon, on a fait une 24 heures, ça sera l'unique et la dernière. Maintenant, on part en reconductible. Si vous ouvrez pas, et j'insisterai bien là-dessus, une tripartite. Ça veut dire que là, sur ces sujets-là, on veut à la fois le gouvernement et à la fois la direction de l'entreprise. Ils vont jouer au jeu à la con là, entre nous, se renvoyant la balle les deux là, en disant c'est pas moi, Mhm. Fred, c'est pas moi, c'est le gouvernement. Le gouvernement va dire ah bah c'est pas moi, c'est la SNCF. Il va falloir que les deux ouvrent une tripartite avec les fédérations cheminotes parce que on va surtout pas baisser les bras et dès le 22, on va continuer à aller sur le terrain pour aller mobiliser nos collègues, enfin l'ensemble des cheminots et des cheminotes. Donc c'est principalement sur c'est la question du fret, ce mouvement. Non, non, et ça, c'est un piège. Alors pas de toi, hein, mais c'est un piège qu'on essaye de nous tendre. Ouais. C'est qu'on nous dit c'est que sur le fret. Donc le fret, c'est l'Europe, machin. Et là, évidemment, on arrive sur est-ce que cette grève est juste et puis, il faut le comprendre aussi, il faut être honnête, hein, on fait du syndicalisme avec les salariés, nous. On ne le fait pas à la place, on n'appuie pas sur un bouton pour faire la grève. Et aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a une certaine fatalité chez les collègues du fret, où il y a des collègues qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne travaillent pas à fret. Mm. Mais nous, ce qu'on dit bien, c'est l'unicité de la SNCF qui est en jeu, en fait. Quand je parle de vente à la découpe de la SNCF et ce processus, on a parlé de TER, on a parlé de Transilien, on a parlé d'Intercité, on a parlé de fret. On pourrait parler aussi des collègues qui sont à réseau. Réseau, c'est les cheminots, les cheminotes qui soient soit dans les postes d'aiguillage, qui font circuler les trains ou qui réparent les voies, en fait, pour aller très, très vite. Eux aussi, ils sont concernés parce qu'il y a une réorganisation qui arrive. Donc, on a vraiment un éclatement, mais ça, c'est une volonté, enfin, c'est prévu. Il y a eu une contre-réforme. Macron, il est arrivé au pouvoir en 2018. Il s'est attaqué aux cheminots et aux cheminotes avec la contre-réforme ferroviaire. Vous vous rappelez, on a fait 3 mois grève avec, d'une manière, enfin avec un plan d'action unitaire pendant 3 mois. Ah ouais. En fait, donc il a voulu éclater. On avait 3 équipes, 3 épiques. On est passé en 5 sociétés anonymes. Bon bah là, vous voyez, 5 sociétés anonymes. Maintenant, on a plus, Fret SNCF, on en a déjà plus qu'une qu'on a liquidée, qu'on va donner au privé puisqu'on va ouvrir au capital. Et puis, vous avez vu l'exemple que je vous dis dans le voyageur, on va avoir tous des PME du rail, ce qu'on appelle plein de petits PME dans toute la France, et qui va s'intéresser prioritairement à leurs intérêts financiers. Ils ne vont pas Mhm. s'intéresser à améliorer le service public ferroviaire. Donc, on a vraiment un sujet d'unicité. L'un des enjeux qu'on a des 4 fédérations cheminotes, c'est de dire tous les cheminots, les cheminotes sont concernés. Et c'est pas on fait pas grève pour le fret, on fait grève avec Fret SNCF, enfin avec les collègues de Fret SNCF, on fait grève Mm. avec en fait. Voilà. Donc ça, c'est un sujet un peu contre la privatisation générale. C'est un sujet qui tient toute l'intersyndicale, enfin toute la CGT, UNSA, Sud, CFDT. Vous vous mettez tous d'accord un peu sur cet enjeu-là. Je sais que c'est pas facile de tenir toute l'intersyndicale sur un Non, bien sûr. sujet, mais Non, non, bien ça, sûr. c'est. L'intersyndicale, l'interfédérale a été, moi je considère qu'a pris ses responsabilités, elle a été à la hauteur des attaques. Ça veut dire que on a été reçu par le ministre fin octobre. Quelques jours après, on mettait sur la table notre plan de bataille avec les 4 fédérations et avec voilà une 24 heures. Et de toute façon, si vous répondez pas à nos revendications, on ira à la reconductible. Donc oui. Après, moi, ce qui est nécessaire, c'est que il peut y avoir une intersyndicale, c'est bien, mais elle doit être concrète sur le terrain, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, il manque cette unité sur le terrain, où les équipes des 4 fédérations se retrouvent sur le terrain pour tourner ensemble et pour aller voir nos collègues qui hésitent et qui disent bon bah voilà, les syndicats ils sont d'accord et on sait que l'unité syndicale
est une force en fait et donne confiance, là sur le coup aux cheminots, cheminotes, mais c'est valable de partout, aux travailleurs et aux travailleuses de rentrer dans l'action et de pas être dans l'inaction. Il y a alors une question qui a pas grand-chose à voir, mais qui date d'un petit peu sur le chat, donc je me permets de te la poser. C'est Eratos qui demande, dans leur plan de privatisation, par qui sera entretenue l'infrastructure, parce on parlait de ça tout à l'heure. N'est-ce pas encore une socialisation des frais et une privatisation des profits? Alors bon, typiquement, Bien sûr, l'enjeu du bien capitalisme, sûr. quoi. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est ça et c'est une très bonne question parce que l'un des enjeux en fait alors ils vont y aller doucement, hein, parce que vous savez il y a eu des drames qui sont vécus en Grande-Bretagne parce qu'en Grande-Bretagne, après Thatcher, ils sont allés très fort et ils ont privatisé mais d'une manière, très rude, le ferroviaire. Il y a eu des accidents mortels, il y a eu un service public qui s'est dégradé à vitesse V. Donc là, ils veulent pas refaire l'erreur, enfin ils veulent pas refaire l'erreur. Ils veulent pas aller comme en Grande-Bretagne, ils y vont, d'une manière, on va dire, à basse intensité, on dit nous. Mais donc pour répondre à la question, aujourd'hui déjà, par exemple, on a Grand Est, sur la région de Grand Est, et ça c'est je vous ai parlé de la contre-réforme de Macron de 2018, permet, que les autorités organisatrices donnent entre guillemets «la gestion des voies», donc le réseau, à des entreprises privées. Et là, en fait, qui c'est qui est sur la table, pour se gaver? C'est les entreprises du BTP. Oui. Eiffage, Vinci, enfin voilà, les boîtes du BTP, évidemment, c'est un champ où elles veulent aller se faire du fric. En plus, ça tombe bien parce que le fric, en fait, il vient d'où? Bah, il vient des pouvoirs publics, en fait. Donc, eux, ils investissent un peu, mais surtout, ils prennent sur 20 ans, c'est des scandales aussi, hein. On signe, enfin, l'autorité organisatrice signe des conventions sur 20 ans. Donc oui, on a aussi réseau cette volonté que les entreprises du BTP viennent sur le terrain, dans ce jeu d'ouverture à la concurrence. Et donc on a un vrai enjeu, là-dessus aussi. C'est pour ça que voilà, la vente à la découpe, prend tout son sens, dans cette période. Mais c'est intéressant que tu parles de la Grande-Bretagne, parce que pour le coup, eux, ils commencent déjà, il me semble, à revenir sur la privatisation qu'ils avaient mis en œuvre. Genre, comment dire, les pouvoirs publics en France, ils ont pas cet exemple-là en tête. Ils se disent pas, ah bah en Grande-Bretagne, effectivement, ils reviennent. Est-ce que nous, si on va là-dedans, peut-être que dans quelques années, on va pas le regretter aussi comme la Grande-Bretagne. Je pense que leur dogme, libéral, Ouais. enfin, évidemment, ça prend le dessus. Et puis il y a un truc aussi, c'est que le corps social cheminot, on a quand même tout en restant humble, mais on a quand même une force syndicale, enfin, qui peut les faire chier. Enfin, on voit bien dans des mobilisations interprofessionnelles, les cheminots et les cheminotes, comme d'autres secteurs, hein, mais on est présent en fait. Et donc, à la fois, bon, enfin, ça a été dit, hein, ils privatisent, donc ils rentabilisent dans le système capitaliste un outil de transport. Et à la fois ça, s'ils peuvent éclater un corps social national qui, quand ils se mobilisent, peuvent bloquer le pays, alors que les secteurs qui sont bloquants, tout ça, bon, ben, voilà, on les a déjà bien, éclatés. Bon, ben, on va dire, c'est bingo pour eux. Donc il y a ces 2 volontés, donc c'est pour ça qu'ils continuent à marche forcée. Mais tu as raison, il y a des alertes. Moi franchement, alors pour référence, mais j'ai vu que demain, à l'association, enfin, il y a le salon des maires qui s'ouvre là, Ouais, ouais. le salon des maires où il y a tout. Bah, j'ai vu que Farandou y était et il y a un débat avec les élus locaux sur, les services publics ferroviaires, l'urgence du ferroviaire. On voit bien qu'il y a quand même une déconnexion, mais même, je pense, avec des responsables entre guillemets, enfin des maires qui localement, voilà, eux aimeraient avoir encore une gare, aimeraient avoir un guichet ouvert, et on voit bien, qu'on est en décalage, total, et que oui, en fait, on va dans le mur. On va, enfin, nous, le truc le plus important, c'est qu'on va pas améliorer la vie des gens, en fait. C'est ça, et on considère qu'aujourd'hui le ferroviaire peut améliorer, le quotidien des gens, des travailleurs, enfin des voyageurs et voyageuses qui vont pour le travail ou autre, et puis aussi de sortir des camions des routes. Oui, parce que la question du train quotidien, enfin, le train du quotidien, comme tu disais, elle est super importante et c'est vrai que c'est pas du tout un sujet, j'ai l'impression, dont on vous parle en fait, hein, au syndicat quand vous êtes invité à la télé et tout. Moi, je voulais revenir un peu peut-être aussi justement sur ce traitement médiatique. Alors, on entend encore parler, hein, toujours, hein, c'est un peu le titre que j'ai mis un peu en provocation sur le live, hein, genre on parle encore de prise d'otage sur le traitement médiatique là, depuis quelques semaines sur, encore une fois, ce fameux marronnier médiatique sur la grève SNCF
à Noël, comment vous aujourd'hui, je dis vous les syndicats, hein, vous y répondez? Bah, on y va déjà. Ça veut dire Ouais, qu'on va, on va, pas facile, j'imagine. ouais, 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 c'est pas facile. Alors je veux faire une c'est pas une confidence, mais en fait, c'est un vrai exemple de lutte des classes, en fait. C'est ça se joue aussi là, la lutte des classes. Ça veut dire sur ces médias, qui, sont, qui font des plateaux d'une réactionnaire, mais d'un truc, très violent, en fait. Pour de vrai, c'est d'une violence, quand même, importante. Heu, c'est évidemment, moi je pense que c'est grave, parce que qu'il y ait des désaccords ou enfin moi, des négocier discuter, me confronter des idées avec des libéraux ou bon voilà, il y a pas de souci, mais on arrive là sur du mensonge, on arrive, sur le truc le plus gros, enfin voilà, on parle de Noël, le Noël c'est le 25 décembre, nous on pose le préavis à partir du 11 décembre, on nous parle que de Noël. Utiliser aujourd'hui preneur d'otages quand on voit ce qui se passe dans le monde, les conflits, c'est plus qu'indécent, en fait. Mmh. C'est qui c'est qui a encore le qui enfin, comment ça qui enfin, ils sont pas honteux, en fait, les gens qui utilisent ce terme-là, en Ouais. fait. De Retailleau, en passant à, moi, je me suis tapé un directeur, des contribuables, de je ne sais quoi, qui ose nous qualifier de preneurs d'otages. Mmh. Enfin, c'est plus que terrible, effectivement et donc évidemment, ça construit une société, qui enfin, voilà, qui veulent diviser, qui veulent éclater et donc mais il faut y aller. Nous, on pense que c'est quand même, notre rôle, d'aller sur ce terrain c'est un terrain de boxe, en fait, hein. Je peux vous Ouais, c'est dire, ça. on ressort, franchement, on ressort de ces trucs, on est épuisé. On est épuisé, on est énervé, on est frustré, mais bon, on pense qu'il faut y aller. Et vous avez j'imagine que vous avez des retours un petit peu, enfin, sur, justement le fait d'y aller, de mener un peu ce terrain de bataille-là aussi, Oui, oui, bah, on a des retours, on a tout, hein. On a, mmh, évidemment, on a des insultes et à côté de ça, j'imagine. on a des soutiens ou des remerciements de notre classe quand même, en fait. Enfin, dire, alors évidemment, hein, tu vas dans une gare un dimanche soir, tu tends un micro et tu dis, «Est-ce que, si vous avez pas de train à Noël, est-ce que ça vous emmerde?» Bah, évidemment que la réponse, au début, elle va être «oui». Après, si on gratte et on parle des revendications et évidemment on sent bien quand même que la population, d'une manière générale, a compris notre conflit. Ils disent, «Oui, mais les revendications doivent être légitimes» ou machin. Après le problème aussi, c'est qu'en fait, celles et ceux qui posent les questions, en fait, c'est eux, s'ils font grève, bah, en fait, ça se voit pas, en fait. Mmh. Moi, je me rends compte que toutes celles et ceux qui nous tardent de dire: «Vous allez bloquer», ce sont ceux qui, si eux, ils arrêteraient de faire grève s'ils feraient grève, ça se verrait pas, en fait. Si, franchement, si Retailleau, c'est lui qui a sorti, il fait grève, s'il dit: «Pour Noël, je me mets en grève», je suis pas sûr que dans les gares à Montparnasse, il y a quelqu'un qui va dire, «Bah, ça me fait chier en fait, voilà, ça donc on sert Mmh. pour l'intérêt collectif». Bon, bah, quand les trains, ils s'arrêtent, après on est quand même parti, plus on nous tape dessus, plus ça nous donne, de la force quand même. Bah, ouais. S'ils considèrent qu'ils vont nous faire taire avec ça, ils nous feront pas taire. Bon, après, c'est sûr qu'ils veulent nous diviser et c'est leur stratégie, hein. Il y a plusieurs messages sur le chat. En tout cas ici, c'est sûr, c'est que les gens sur le chat sont à fond avec vous. Enfin, je vois plusieurs messages qui parlent de ça. Ici, c'est un lieu, voilà, qui est un peu, un peu différent de BFM TV, tout ça, mais justement, C'est moi, bien. bah, c'est ce qu'on essaie de construire. Oui, parce que je me rappelle, parce que tout à l'heure tu parlais justement, donc, du lien avec le terme de prise d'otage. Moi, j'avais ressorti il y a quelques temps, il y a une dizaine de jours sur Twitter, un extrait, que bon, je pense que tu connais, qui est, Bruno Poncet face à je ne sais plus quel, journaliste de LCI, qui parle justement de prise d'otage. Bon, je pense que tu vois qui est, Bruno Poncet. Ouais, ouais, c'est Euh, un camarade de Sudrail. voilà, syndicaliste cheminot et rescapé du Bataclan, et qui avait très bien répondu, je trouve, sur cette question-là par rapport à la prise d'otage. Sur la réaction dont on a parlé un petit peu, sur la réaction des usagers. Vous, aujourd'hui, sur le terrain, vous le voyez comment, au-delà des premières questions? Est-ce que ça vous fait chier? Est-ce qu'il y a du soutien concret sur le terrain aujourd'hui? Bah, il y a du soutien sur le terrain, on a enfin, en plus, on a aussi du soutien dans des alliés,
enfin, la Fédération Sudrail fait partie de l'Union syndicale solidaire. Je dis ça parce qu'on est membre de ce qu'on appelle l'Alliance écologique et sociale. Et l'Alliance Ouais. écologique et sociale, c'est une alliance qui réunit à la fois donc d'autres syndicats, enfin la FSU, et puis des associations environnementales, ONG. Je parle de Greenpeace, les Attaques, les Amis de la Terre. J'en oublie la Confédération paysanne. Je dis ça pas plus tard que ce week-end, on s'est vu dans les premières rencontres et le sujet du fret et de notre conflit était à l'ordre du jour de ces premières rencontres. Et on va avoir, par exemple, alors c'est un scoop, c'est à partir de la semaine prochaine, on va aller enfin, tous ces collectifs-là vont aller dans les gares pour distribuer un tract aux usagers et pour dire que le conflit qu'on mène, il est pour l'intérêt général. Donc, à la fois, on a des alliés et franchement, Greenpeace, par exemple, pour ne pas les nommer, bon, bah, ça fait 1 an qu'on travaille avec eux, ça fait 1 an parce que peut-être qu'on a des fois des associations qui pensent que l'ouverture à la concurrence, c'est vachement bien et que ça va améliorer le système parce qu'on est, on est convaincu qu'aujourd'hui, le ferroviaire, il est pas bon, en fait. Le système ferroviaire, on est conscient qu'il y a des dysfonctionnements trop récurrents, qu'il y a des problèmes de matériel. Donc, on est évidemment conscient qu'il faut l'améliorer, ce système ferroviaire. Et évidemment, si on va pas causer de nos revendications, tout ça, bah, très rapidement, on peut dire, bah, allez, on va aller voir ailleurs, ça va être mieux. Et donc, non, c'est pas la solution. Donc, oui, on sent que de toute façon, et puis la population, elle le voit bien. On va arriver, alors là, on se parle aujourd'hui, on verra dans 15 jours où on en est, avec bon, bah, la crise de l'agriculture, même si chez les agriculteurs, même s'il faut faire gaffe quand même de ce qui est en train de jouer entre la FNSEA, la coordination Oui, oui, oui. rurale et nos camarades de la Confédération paysanne. Mais il y a quand même un peu enfin, un conflit social, il y a l'histoire des fonctionnaires. Enfin là, l'histoire de carence, c'est un drame. Enfin, concrètement, ce que ça veut dire les 3 jours de carence. Bon, on voit bien qu'il y a pas que nous en fait, que c'est bien, la politique menée, le gouvernement et tous ces choix politiques qui sont, qui focalisent et qui sont carrefour de plusieurs colères dans le secteur. Donc nous, on est quand même convaincus et c'est pour ça et je finirai là-dessus, c'est pour ça qu'ils sont hargneux en fait. Voilà, pourquoi les médias ils sont hargneux et tous ces chroniqueurs qui bah, parce qu'en fait, ils savent bien que ça bouillonne et que si notre lutte qui pourrait être un tremplin. Évidemment, nous on le dit, hein, alors oui, il faut faire la bon, pour avoir une convergence des luttes, il faut qu'il y ait déjà des luttes. Mais si, voilà, on part en reconductible 11 et puis il y a une colère dans la fonction publique qui est importante, les agriculteurs et d'autres secteurs et on parle du privé, bon, bah, ils peuvent craquer très rapidement. Donc c'est pour ça qu'ils tapent très fort, en fait. S'ils étaient sereins, ils auraient pas besoin de taper comme ils tapent sur nous. Ouais, bien sûr. Tu parlais un peu de toutes les colères. Je remonte 2 questions sur le chat qui parlent un peu de ça. Tu peux y répondre dans le sens que tu veux. Il y a Fleur Doua qui demande comment soutenir le mouvement en tant que travailleur hors profession du rail. Et De Vitesse qui demande pourquoi les syndicats organisent des journées de grève différentes en fonction des secteurs et ne regroupent pas les colères. Voilà, tu réponds un peu comme tu veux à ces 2 questions. Bah, alors comment nous soutenir? Alors ça, c'est beaucoup de choses parce qu'on vient, on dit: il «Faut nous soutenir», mais la question elle est plus que légitime. Bon, bah, déjà en fait, bon, il va y avoir sur le site de la je dis ça, il y aura un support, un track dans le site de l'Alliance écologique et sociale et qui va tourner à partir de la semaine prochaine. Déjà, bah, le diffuser, ça commence par là, Mm. hein. Ça veut dire, comment on contre, la désinformation qui est faite? Bah, on l'a fait sur le terrain et donc on essaye, bah, voilà, dans les amis, dans les collectifs locaux, enfin, dans les quartiers, si on peut, défendre, mettre en avant notre lutte. Ça commence par ça et après on aura des initiatives. On va essayer là on a préparé le 21, mais après le 21, en fin de semaine, on va quand même travailler sur un plan de bataille. Il y aura peut-être des meetings ou des initiatives un peu dans les régions, donc c'est participer à ça. Après, pourquoi on part pas tous en grève interprofessionnelle organisée en assemblée générale? Bon, parce que déjà, il faut construire les mobilisations dans son secteur, en fait. Il faut qu'on arrive à construire dans notre secteur, dans chaque secteur, une mobilisation importante. Et quand on a fait ça, moi, en fait, la convergence des luttes, elle peut se faire naturellement. En fait, elle se décide pas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, mais pour des raisons des fois d'unité syndicale, enfin, vous voyez, nous, je vais vous donner un exemple. Très concret, dans le ferroviaire, demain, on a la négociation, des salaires, la NAO, ce qu'on appelle la table Ouais. ronde salariale, le 20. On a une divergence syndicale sur les revendications salariales. Nous, on voulait faire la grève du 21, on voulait la faire demain. On l'a pas fait. On a privilégié l'unité syndicale. Donc, on a décidé le 21 parce qu'on considère qu'il faut privilégier dans des moments l'unité syndicale. La fonction publique, elle a décidé le 5 décembre. Moi, je n'ai pas participé au débat, mais évidemment, je pense, et j'en suis même convaincu, que les camarades dans la fonction publique, bon, bah, ils ont décidé le 5 décembre pour une date
qui est un peu en amont des vacances de Noël, pour voir la mobilisation et peut-être donner des perspectives avant les vacances de Noël. S'ils avaient décidé, par exemple, de partir avec nous le 11, bon, on était plus proche des vacances. Enfin, il y a des calendriers. Alors, des calendriers, c'est pas de dire on n'est pas des bureaux avec des calendriers et derrière le mur et on fait une convergence avec des calendriers. Mais il y a aussi des ingrédients qui font que, moi, je pense que le principal, c'est de créer des mobilisations, de la grève dans les secteurs. Et c'est ce qui nous a manqué en 2023. En 2023, beaucoup ont critiqué l'intersyndicale. L'intersyndicale, pour nous, interprofessionnels, a joué son rôle. Ce qu'il a manqué le 7 mars ou le 8 mars, c'est des grèves dans les secteurs, en fait. C'est que des salariés sont en grève et quand l'intersyndicale appelait à bloquer le pays, en fait, ce qu'on s'est vu le 8 mars, c'est qu'il y avait très peu de secteurs en grève. Et comment on met comment on met les salariés dans chaque secteur? Et les salariés, on ne les mettra pas en grève en disant grève interprofessionnelle et on y va tous ensemble. Ça veut dire qu'il faut construire des mobilisations dans chaque entreprise, administration. Et malgré tout ça, pour reprendre un peu le fil, il y a Ratos qui pose aussi une question sur le chat, qui dit, pour rejoindre la question de Vitchaz à laquelle tu viens de répondre, est-ce qu'il y a des négociations en ce moment avec d'autres syndicats susceptibles de rejoindre la lutte? Alors, je rajouterais même, au-delà d'autres syndicats, alors tu parlais de l'Alliance écologique et sociale, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des partis politiques quelconques? Alors bon, je sais, la relation entre Sud et les partis politiques, c'est assez divisé, mais est-ce qu'il y a quand même des liens qui se font déjà aujourd'hui avec ça? Ouais, alors pas plus tard que cet après-midi, c'est pareil, hein, c'est pas top secret. On est reçu à l'Assemblée nationale par le groupe LFI. Et là-dessus, alors, les liens avec les partis politiques ne seront jamais une courroie de transmission d'un parti politique, mais Mhm. ça c'est clair. Mais à l'inverse, on n'est pas non plus. Il faut qu'on ait des liens. Enfin, on a des liens avec les partis politiques. Nous, notre seul truc qu'on dit, et ça marche plutôt bien hein, sur le sujet du fret. Vous savez, on a commencé notre combat, il a commencé par une tribune dans le JDD, mais c'était le bon JDD, enfin le bon. Le C'était en JDD deux mille vingt-trois, avant Bolloré, voilà, quoi. avant qu'il passe à l'extrême droite. Et on avait fait une tribune à l'initiative du mouvement syndical qui avait réuni 25 partis politiques, organisations environnementales. Je dis ça pourquoi? Parce que quand le mouvement syndical, c'est lui qui donne, entre guillemets, qui est la locomotive, et qu'on n'essaye pas d'accaparer notre lutte sociale pour des fins politiques, nous, ça nous va en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans ce cadre-là, on a des vrais liens. On a eu des liens avec le nouveau Front populaire le 24 juillet, par exemple, on avait été reçu à l'Assemblée nationale par tous les représentants du nouveau Front populaire sur le sujet du fret. On est reçu par la LFI, on a des liens avec, enfin, voilà, avec toutes les forces politiques de gauche qui veulent nous soutenir. Évidemment, on répond présent. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est de nous soutenir. Mais alors voilà, là, par exemple, on essaye d'avoir une question ouverte au gouvernement, à l'Assemblée nationale, pour avoir un vote du Parlement sur, par exemple, le moratoire de fret SNCF. Ça, c'est un enjeu. On n'est pas dupes non plus. On sait que ça suffit pas une question à l'Assemblée nationale et donc un vote et pour dire tout le monde s'arrête. Mais voilà, on fait, par exemple, je vais vous donner un dernier exemple. On a travaillé avec des députés européens pour essayer de nous faire du lobbying au niveau européen, parce que voilà, au niveau européen, la direction de SNCF, elle a des permanents qui sont toujours à Bruxelles. Bon bah nous, on a travaillé en lien avec des députés européens, voilà, tout en gardant évidemment notre indépendance. Mais justement, sur cette question je reviens sur ce que tu disais sur le moratoire. J'ai lu du coup, il y avait, enfin, je crois que c'est Catherine Vautrin qui disait que, alors je sais plus, elle est ministre du partenariat entre les territoires, je sais pas trop quoi, enfin c'est un nom un peu bizarre, mais qui disait qu'il n'y aurait pas de moratoire. J'ai vu ce matin dans Le Monde, je crois, que le gouvernement allait demander un vote au Parlement sur la question de l'accord entre l'UE et le Mercosur, l'accord de libre-échange, par rapport à la mobilisation des agriculteurs qui commence à renaître. Alors tu en parlais un peu tout à l'heure sur cette question de la mobilisation des agriculteurs, et moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents, et on se demande aussi si c'est pas un peu une mobilisation qui intervient. Enfin, est-ce que c'est un hasard si ça intervient à quelques semaines, je crois, des élections aux chambres d'agriculteurs? Bon, mais il y a aussi la Confédération paysanne avec qui vous êtes lié à Solidaire qui se mobilise. Mais est-ce que tu penses quand même que vous pouvez pas un peu profiter de tout cet enjeu un peu populaire Bien autour sûr. de la mobilisation des agriculteurs? Bah, alors on peut en profiter, mais surtout c'est que ça argumente le fait que tout est lié, en fait. Quand ça veut dire que tout est lié, c'est-à-dire que c'est bien cette politique. Enfin là, par exemple, pour les agriculteurs, agricultrices, ils parlent de concurrence déloyale. Mais c'est ce qui se passe aussi pour le fret, pour le ferroviaire, en fait. Une concurrence déloyale, on a des exemples, par exemple, dans le voyageur. Vous savez, c'est Trenitalia. Trenitalia, c'est le concurrent italien, c'est avec le TGV rouge entre Paris et Lyon. Bon, bah, par exemple, lui,
nous, on paye des péages. Enfin, chaque train, quand il roule sur une voie, il doit payer un péage, comme sur une autoroute. Bon, bah, les Italiens, pour favoriser l'ouverture à la concurrence, on leur a fait des réductions sur le péage. Ça veut dire qu'ils payent moins cher le péage en France que la SNCF. Donc ça veut dire une concurrence déloyale. Enfin, tout ce sujet, de toute façon, au niveau Europe, machin, évidemment, il y a un lien entre ce que nous, on fait dans le ferroviaire, ce qu'il fait dans l'agriculture et ce qu'il fait dans d'autres secteurs. Ça a été évoqué, tu l'as dit, une question dans l'énergie. Quand on parle avec les camarades de Sud Énergie, ils te disent c'est pareil. Enfin, l'ouverture à la concurrence de l'énergie, de l'électricité, on voit bien qu'il y a quelques mois, on en parlait sur plafonnement des tarifs. Donc, on est évidemment, tout ça est lié en fait. C'est cette politique qui est évidemment pas faite pour l'intérêt général ou répondre aux enjeux écologiques, sociaux, tout ce qu'on veut, mais qui est faite pour toujours faire plus de fric et là-dessus. Donc, oui, il faut s'en jouer. Oui, évidemment, on en joue. On en joue aussi sur en fait le traitement entre guillemets. Enfin, les agriculteurs, ils ont le droit bientôt de brûler des préfectures. Et nous, juste, on fait le droit constitutionnel. On est juste à déposer un préavis de grève dans le cadre du service minimum qui avait été adopté par Sarkozy, alors qu'il disait quand il y a grève dans ce pays, ça se verra plus. On fait juste ça et on est traité de preneur d'otages. Donc aussi, voilà, je pense que la population, elle n'est pas dupe non plus, hein. Et évidemment, on n'est pas là à hiérarchiser les luttes. La situation pour être en lien avec la Confédération paysanne, évidemment, la situation des agriculteurs et agricultrices, elle est plus que catastrophique dans ce pays. Et puis, tout ça est lié. Ça veut dire que quand on cause de relocalisation de l'économie, nous, on parle de relocalisation de l'économie, mais même en disant sur le fret ferroviaire, ça doit permettre de relocaliser une politique industrielle. Bah, eux, on parle de souveraineté alimentaire. Enfin, voilà, on a évidemment des passerelles intéressantes à faire avec les luttes. Justement, sur toutes ces luttes, donc en fait, tu faisais un peu référence depuis tout à l'heure, en fait, tu fais référence. Alors, moi, c'est des trucs que nous, on suit, hein, que nous, on suit dans les différentes émissions, sur toutes les mobilisations. Alors, les agriculteurs, agricultrices, même si, bon, c'est toujours compliqué avec tous les enjeux. Les enjeux de pouvoir, etc. Parce que c'est un milieu qui est particulier aussi, l'agriculture, en termes syndicaux. Mais tu parlais de la fonction publique, la question industrielle, Michelin, Auchan, MA France, Stellantis, etc. Là, il y a une colère qui s'exprime de plus en plus, des mouvements qui commencent à se monter de la base, on va dire, enfin, en tout cas par secteur. J'ai même entendu qu'on parlait d'un retour d'un possible mouvement des Gilets jaunes pour aller encore plus loin. Enfin, sur les prochaines semaines, les prochains mois à venir, toi, comment tu vois les mobilisations? Est-ce que tu penses qu'il y a, enfin, il y a vraiment quelque chose qui peut exploser, quoi? Est-ce qu'il y a une explosion qui peut vraiment arriver? Voilà. Je- Oui, oui, il peut, mais je pense enfin, on la souhaite tellement que les ingrédients sont là pour. Effectivement, après, je le dis sur les gilets jaunes, il ne faudra pas que le mouvement syndical fasse la même erreur que ça a été fait, parce que là, on est passé à côté de cette mobilisation des Mhm. gilets jaunes quand même. Voilà. Après, moi, je veux pas être dans l'incantation, en fait. Franchement, je suis l'un des animateurs de la Fédération Sudrail. Je cache pas que la mobilisation, enfin voilà, enfin parce que c'est dur. Enfin, on parle de pouvoir d'achat. Demain, moi, je suis en négociation salariale et en gros, je vais dire à la direction de SNCF, et ce qui est vrai, c'est qu'on a des cheminots, des cheminotes, mais comme plein de travailleurs et travailleuses qui ont du mal à finir les fins de mois, en fait. Et donc, en même temps de ça, quand on part en grève, enfin, c'est pas une 24 heures en fait, c'est qu'il faut partir à l'affrontement en fait. Et à l'affrontement, bon, bah voilà, ça revient sur des efforts, des sacrifices financiers. Enfin, c'est ça la réalité aussi de la situation, hein. Donc, oui, évidemment, moi je pense que les ingrédients, ça monte de plus en plus. Bon, après, il faut donner des perspectives en fait. C'est toujours pareil en fait. Bien sûr. Il faut qu'on donne des perspectives à notre camp. Voilà, on en a quelques-unes. Le mouvement syndical en a quelques-unes. On a travaillé ça d'une manière accélérée un petit peu au mois de juin-juillet avec la dissolution. Mais oui, oui, les ingrédients ont l'air d'y être, ça c'est sûr. C'est sûr que et donc il faut de la solidarité, au moins de la solidarité entre toutes les luttes, de se coordonner. Mais je pense que ça peut augmenter, ouais. Et justement, sur la solidarité entre toutes les luttes, est-ce que par exemple, Sudrail euh, participera d'une manière ou d'une autre aux mobilisations qui vont venir, par exemple, pour la fonction publique? Là, tu parlais du 5 décembre. Est-ce que Bah, c'est moi, des, est-ce que c'est des ponts qui se créent aussi comme ça? Ou enfin, comment ces ponts se créent, tu vois?
Oui, alors bah, nous, ça se crée parce qu'on est au sein de l'union syndicale Ouais. solidaire. C'est le but d'avoir une union et d'avoir des réunions une fois par mois. Alors une fois par mois, on se voit, toutes les structures professionnelles, de solidaires, voilà, la semaine dernière, on était avec les camarades de Sud Industrie, de Solidaires Finances Publiques, de Sud Éducation, par exemple, pour pas les nommer et évidemment, on fait un point revendicatif. Les camarades de Sud Industrie nous ont fait une analyse, plutôt des remontées de ce qui se passait à Cholet et à Mhm. Vannes, côté Michelin et ailleurs. Les camarades de Finances Publiques nous disent concrètement, ce que ça veut dire, les journées de carence dans la fonction publique au niveau, enfin voilà, donc oui, tout en ayant une autonomie d'action parce que on revient sur la stratégie syndicale, Ouais. chacun propre, avec évidemment une volonté et on va avoir des rencontres un peu extraordinaires au sein de Solidaire pour voir si, comment on y met une touche interprofessionnelle d'ici la fin de l'année et c'est pareil, les confédérations, bon, bah, voilà, aussi un rôle à jouer, jouer, là-dedans. Il faut que le mouvement syndical, le mouvement social dans son ensemble continue et on l'a fait pendant la dissolution. Ça veut dire qu'on a pris nos responsabilités pour combattre l'extrême droite, et on n'a pas juste dit et nous on insistait vraiment, c'était pas juste de dire: «On fait bloc», enfin, évidemment on combat l'extrême droite, mais on propose autre chose en fait. Il faut qu'on propose des alternatives, il faut qu'on crée de l'envie et il faut pas juste qu'on soit sur, la défensive. Ça veut dire, par exemple sur le sujet de suppression et je sais que c'est plus compliqué, que comme je le dis, mais par exemple, sur les sujets aujourd'hui de suppression d'emplois, de licenciements, bon, bah, nous, ce qu'on dit, il faut, par exemple, il faut qu'il y ait une politique industrielle dans le ferroviaire. Enfin, on peut relocaliser, on peut bifurquer, il faut un plan, d'investissement, un plan de relocalisation et donc on peut avoir des perspectives, en fait, pas juste d'être sur la défensive, et ça, faut que je pense, il faut qu'on ait aussi cette vision. Parce que sur le fret, quand on parle du moratoire, enfin, c'est pas juste de mettre pause et on se regarde, c'est qu'on a des alternatives en fait. On a des alternatives, on a des propositions concrètes, et en fait réalisables et crédibles, à proposer. Et c'est souvent comme ça en fait. C'est souvent comme ça où les syndicalistes, et là c'est vraiment le lien lutte sociale, lutte écologique, ont des propositions concrètes, voilà, pour réussir une relocalisation, une réindustrialisation. Le samedi, moi, j'étais aux rencontres de l'Alliance écologico-sociale. Le matin, on avait un camarade de la CGT du secteur automobile qui est venu présenter un projet, par exemple, sur la petite voiture électrique, abordable et pas le truc SUV machin, produit sur le territoire, et qui, évidemment, on le mettait en lien avec le ferroviaire en disant, de toute façon, le train ne pourra pas aller chacun dans notre maison, mais comment on fait aujourd'hui une petite voiture électrique avec une petite batterie, qui répond à des enjeux énergétiques et qui est aussi abordable, pour les citoyens et les citoyennes. On voit bien qu'il y a des propositions et notre camp a des propositions. Maintenant, il faut qu'on les impose. Et ça rejoint un petit peu là une question que Marion 31 500 vient de poser sur le chat. Comment penses-tu, enfin, penses-tu ou même toi, tes camarades syndiqués, remobiliser les gens, parce qu'il y a eu, on a parlé les gilets jaunes, la lutte contre la réforme des retraites. Marion qui dit qu'il n'a pas été clair au niveau syndical. Je ne parle pas que de Sud, qui est souvent clair, mais du coup apparemment d'autres syndicats. J'ai vu plusieurs questions remonter sur le chat qui dit qu'il n'y a pas eu comment dire, de critique un peu a posteriori de comment la stratégie syndicale a pu être perdante ou pas, même si tu en as un peu parlé. Du coup, comment on peut remobiliser les gens aux défaites successives, quoi. Bon, ouais, alors les défaites Enfin, successives. défaites, je mets un peu des guillemets parce que c'est Non, pas non, mais tu vraiment as raison. des. Non, non, mais en plus, alors, parce qu'on est sur un truc de défensif, donc évidemment, moi, je le dis, il a fallu un peu le temps pour l'accepter, enfin l'accepter, l'analyser comme ça. Mais 2019, moi, je considère qu'on a gagné la réforme des retraites par points. Alors, ok, il y a le Covid qui est passé par là, mais on a tenu quand même jusqu'au mois de janvier, février. Édouard Philippe, à l'époque, il avait dû quand même, voilà, allonger son calendrier. Et si on n'avait pas tenu, aujourd'hui, on serait avec le système par points et on serait dans une autre phase du régime par retraite. Donc, et ça, c'est pas très loin, mais je sais que comme on était parti au combat au début et voilà, il a fallu un peu de temps pour analyser. Néanmoins, bon, en fait, ce qui est surtout important, moi, il nous semble, hein, c'est vraiment, de faire du syndicalisme avec les salariés. Ça veut dire que ne pas croire, ne pas être une sorte d'élite, qui en gros, voilà, est un peu déconnectée, en fait, des priorités des salariés, des travailleurs et des travailleuses. Enfin, notre syndicalisme qu'on fait, c'est à la fois répondre aux revendications immédiates, être un contre-pouvoir des salariés et puis avoir un projet de transformation sociale.
et il faut qu'on marche sur nos 2 jambes, en fait. Il faut qu'on continue ça. Donc dans les boîtes, nous, on essaye de répondre aux revendications immédiates pour que les salariés ils aient confiance en nous. Mais ça veut dire sur des sujets quotidiens, qu'on réponde à leurs demandes, voilà. Et puis après, qu'on les emmène sur des combats un peu plus transverses ou un peu plus, comment dire, interpro, qui imposent une transformation sociale. Donc, moi, je suis convaincu et c'est ça qui m'attriste, on va dire, c'est que le syndicalisme, normalement, c'est un passage obligé. Enfin, il faut que le syndicalisme soit un passage obligé des salariés dans toutes les boîtes. Je dis ça, il faut que nous, notre outil syndical, il faut qu'on se réinterroge. On peut évidemment avoir des sujets de structuration, c'est pas facile peut-être à adhérer. Enfin, il y a aussi des métiers qui, entre guillemets, ils disent qu'ils se transforment avec l'ubérisation ou les métiers de service. Mais il faut qu'on syndique plus en fait concrètement. Concrètement, il faut qu'on se retrouve dans des organisations, voilà, c'est l'outil pour de contre-pouvoir Mhm. parfait dans les entreprises. C'est ça aussi en fait. Si le 7 et moi je combats quand même toutes celles et ceux qui voudraient dire que le 7 et 8 mars en 2023, enfin l'intersyndicale, on peut voir l'intersyndicale, les défauts, mais c'est qu'il nous a manqué des grèves. Et les grèves, les grèves, elles se jouent dans les entreprises, dans les administrations. Elles se jouent pas. C'est sûr que c'est pas un appel. Enfin, et c'est ce qui joue à la SNCF aujourd'hui. On a fait des appels nationaux. On a les 4 fédérations. Bon, bah, on voit bien qu'il faut encore du travail de terrain. Bon, on a 3 semaines pour le faire, mais ça joue sur le terrain quand même. Il y a quelqu'un tout à l'heure sur le chat qui demandait un peu plus spécifiquement, est-ce qu'il y aura des caisses de soutien, des caisses de grève là pour jeudi et pour à partir Pour du l'in 11? Alors jeudi, non, il y aura pas, c'est une 24 heures. Pour l'instant, on a ça c'est toujours une question, on en a enfin, comment dire? Nous, les caisses de grève, on a l'habitude qu'elles soient au plus proche du terrain. Enfin, on pense que des fois, c'est parce que nous, la grève à partir du 11 décembre, elle est organisée en assemblée générale, par période de 24 heures. Ça veut dire qu'on veut que la grève, elle appartienne aux grévistes, elle soit démocratique. C'est-à-dire, voilà, des assemblées générales sur tout le territoire, les grévistes se donnent rendez-vous et décident de reconduire ou pas la grève. Et quand je dis ça, c'est souvent dans ces AG que nous, on dit, bah, c'est là qu'il faut que votre caisse de grève, vous la mettiez en place. Parce qu'on pense que quand tu fais grève et que tu vis ta grève, et pour vivre ta grève, ça passe par la caisse de grève, ça passe par détourner, ça passe par des autres initiatives. Donc ça risque de se faire localement. Pour l'instant, on n'en a pas trop parlé. On est déjà sollicité sur voilà, même des, comment dire, des soirées de soutien ou des Ah ouais. tribunes pour nous soutenir. Bon, là, de toute façon, on va y voir un peu plus clair à partir de la semaine prochaine. La grève, c'est quelque chose qui donne confiance. Après, il faut pas non plus tomber parce qu'on a aussi ces sujets-là, mais bon, des fois, on fait aussi grève par procuration. Ça veut dire que bon, là, c'est pas le cas, on verra. Mais si par exemple, il y a une grève interprofessionnelle et ça avait été le cas déjà en 2023, on me disait oui, mais on va donner aux cheminots pour qu'ils bloquent. Mais quand on est dans un conflit interprofessionnel, enfin, la grève par procuration n'est pas une solution non plus, en fait. C'est-à-dire de dire on va donner du fric aux cheminots pour qu'ils tiennent. Nous, on pense que c'est mieux que tout le monde fasse, voilà, tout le monde construise la mobilisation même si là, au 11 décembre, ça sera pas le cas. Je pense que ça risque d'être enfin voilà, on est parti pour un conflit dans notre secteur. Ok. Une dernière question du chat, il y a Tranche qui demande, et ça rejoint un peu une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que vous avez peur d'une réponse agressive des forces de l'ordre alors que le gouvernement a été très ouvert sur la possibilité de casser la grève? Et ça me rappelle ce que j'ai lu dans la Tribune dimanche, toujours. Je crois que c'était Éric Ciotti, encore lui, qui avait déposé une proposition de loi pour interdire tout arrêt de travail dans les transports publics au moment de clé de l'année, Noël, grand départ estivaux, etc. Est-ce que vous en envisagez... Enfin, donc, il y a la question potentielle d'une réponse violente de la part de la police, mais ça, j'imagine que vous le verrez sur le terrain au moment. Mais sur cette menace-là gouvernementale en général, est-ce que vous y croyez? Vous pensez qu'elle peut être mise à l'œuvre? Et comment vous vous y préparez aussi? Bah, Ciotti, ça fait depuis 2009 qu'il dit ça. Ouais. Depuis 2009, il a que ça à sortir, il a que ça à dire. Bon, le droit de grève est déjà bien restreint, en fait. Bon, c'est un droit constitutionnel, il y a le service minimum, enfin, on peut pas faire grève avant 15 jours, on doit se déclarer quand on fait grève. Enfin, déjà, il est déjà assez restreint, dans ce pays. Après, s'ils pensent, celles et ceux qui ont ce projet-là, s'ils pensent que les salariés, en gros ceux qui sont, enfin, qui ont un lien de subordination ou qui sont un peu exploités quand même,
vont se taire et vont arrêter d'avoir des revendications et vont arrêter de se coordonner et se mobiliser, enfin, ils se trompent. Ça veut dire qu'en Italie, par exemple, OK, ils ont restreint le droit de grève, mais il y a des grèves sauvages, il y a des grèves, qui tombent, comme ça. Enfin, voilà, nous, on va continuer. Enfin, la réponse, elle n'est pas, restreindre le droit de grève, pour, faire taire nos revendications. Évidemment, on est bien conscient, avec Retailleau, bientôt on arrive à un stade où on va dire, Retailleau est pire que Darmanin et machin, mais c'est un truc de marteau, mais on sait bien qu'ils sont tous réactionnaires là-dedans, que c'est aux réactionnaires, c'est autoritaire. De toute façon, mais ça renvoie à ce qu'on a eu sur les mobilisations des retraites. Enfin, moi, je rappelle juste que nous, on a un camarade de Sudrail qui a été éborgné. Et donc, ça veut dire que c'est la matraque, en fait. C'est la matraque dans la rue et dans le droit de grève, c'est pareil. Après, voilà, hein, on ripostera si c'est ça, là, on ripostera à la fois juridiquement, à la fois sur le terrain, mais ça fera pas taire nos revendications. Sachant que nos revendications, enfin, on a quand même une revendication qui est sur le financement du ferroviaire. C'est juste que Farandou et même Elisabeth Borne évoquaient il y a un an sur les 100 milliards dans le réseau ferroviaire, en fait. Enfin, nous, enfin, ça serait quand même fou qu'on puisse nous faire fermer notre gueule parce que juste on revendique un peu plus, enfin, un peu plus d'argent dans le ferroviaire, en fait, par Ouais. exemple. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bah, à nous, mais bah, qu'on gagne, en fait, mais qu'on gagne. Parce que évidemment, à la fois, bon, pour par rapport aux travailleurs et aux travailleuses du rail, mais comme dans plein de secteurs, en fait, ne méritent pas, enfin, il y en a marre de toujours se faire exploiter toujours plus. Après, nous, on est quand même convaincus, et c'est pour ça qu'on affirme que c'est une grève écologiste, en fait. Enfin, on est convaincus, alors tout le monde dit, tout le monde a des solutions, mais même dans notre camp, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la bifurcation écologique, machin. Il va falloir mettre un coup d'arrêt quand même à ce qui est en train de se faire, en fait. Et pour mettre le coup d'arrêt, ça commence par arrêter, par exemple, juste le moratoire fret SNCF et proposer des alternatives. Nous, on considère que c'est un coup d'arrêt qui peut proposer après des alternatives et en gros, toutes celles et ceux, mais là, on pourrait citer, il y a plein de listes, hein, d'experts, de machins, qui ont des avis sur comment on réussit cette bifurcation écologique. Donc voilà, comment on fait, même sur cette grève écologiste, comment on ouvre des perspectives. Et puis euh, ça va redonner de la confiance à notre camp, en fait. Ça veut dire que si nous on gagne, mais comme d'autres, alors, mais comme si la fonction publique, comme si voilà, quand notre camp il gagne, ça redonne de la confiance et ça veut dire qu'après voilà, on peut imposer nos alternatives, nos revendications pour 2025. Ça serait quand même chouette d'avoir une victoire en 2024 et commencer 2025 avec un autre horizon. En fait.